Salut tout le monde, c'est 0xegri. Aujourd'hui on va prendre le temps pour faire une vidéo qui va analyser la totalité du secteur du RWA, un narratif qui a le vent en poupe et qu'il faut absolument connaître pour la fin de ce cycle. Et plus particulièrement aujourd'hui, je vais vous donner le plus d'éléments possibles et complets pour que vous puissiez comprendre comment classer les tokens RWA, quels sont les acteurs majeurs, mais aussi les plus petits projets intéressants. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour soutenir le média. On va attaquer dans le vif du sujet. Et pour commencer, il faut évidemment définir ensemble ce qu'est le RWA et qu'est-ce qu'on met dans cette case. Le RWA, c'est l'acronyme de Real World Asset, un actif du monde réel. C'est un peu large, donc on va essayer d'être un peu plus précis. Le RWA en crypto, c'est tous les projets qui vont permettre de transférer l'exposition d'actifs qui ne sont pas sur les blockchains à une exposition sur les blockchains. L'idée, c'est de dire qu'on peut tokeniser tous les actifs qui existent dans le monde pour les mettre on-chain et en profiter de manière libre. Il existe des tas de catégories. Il y a des niches qui se développent actuellement, mais aujourd'hui on va rester sur ceux qui représentent la majorité de l'argent. Actuellement, le marché du RWA est surtout dominé par les stablecoins USDC et USDT qui représentent 90% des actifs tokenisés. Donc pour aujourd'hui, on va volontairement les enlever de l'analyse car ce ne sont pas les actifs sur lesquels on peut investir et ça fausse un peu nos ordres de grandeur. Quand on enlève ces deux géants, il nous reste en RWA environ 8 à 9 milliards de dollars en TVL, chiffre qui a multiplié par 4 depuis 2023. Et ça, c'est surtout dû au fait qu'on ait vu l'essor des produits autour du dollar grâce à la hausse des taux prolongés par la Fed, ce qui a maintenu une opportunité de rendement très alléchante sur ces dernières années. Aujourd'hui, en plus de simplement parler de RWA, on va aussi le catégoriser. Et ça tombe bien, on a une manière assez simple pour le comprendre. On va avoir deux grandes catégories dans le RWA. Les projets qui ne génèrent pas de rendement pour l'utilisateur, ce sont tous les projets qui se trouvent en bas. Vous allez avoir tous les projets qui permettent d'accéder à des actifs tokenisés, mais qui ne vont pas fournir de rendement. Et j'insiste là-dessus, c'est très important. Vous allez accéder à des actifs réels on-chain, certes, mais sans rendement. Et ce sera utile pour la suite, vous le verrez. Vous trouverez dans cette catégorie tous les types de dollars avec tous les stablecoins que vous connaissez, mais également l'or avec Paxos ou Tether, et également l'immobilier avec Realty, Lofty, Propi, etc. Et au-dessus, on a la catégorie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, les projets qui permettent d'obtenir des rendements sur les actifs tokenisés. Et cette catégorie se divise également en trois. On va revenir en détail sur chacune d'elles. Dans tous les cas, pour le moment, on fait une vue d'ensemble. Mais dans cette catégorie, vous allez trouver les acteurs les plus intéressants pour spéculer dessus. Et je mentionne le fait qu'il y a aussi à côté tous les projets d'infrastructure, c'est-à-dire ceux qui permettent de déployer des projets ou des tokens ou des fonds tokenisés on-chain pour les personnes qui veulent créer les leurs. On trouve Mantra, TokenFi, etc. On va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui car il y a peu de choses intéressantes et on va surtout s'intéresser à l'adoption des applications, des projets pour les utilisateurs. Et évidemment, pour terminer, on analysera graphiquement les projets qu'il faut suivre et ceux à éviter. On va donc commencer par la catégorie la plus croustillante, celle qui permet d'obtenir du rendement pour l'utilisateur. Le but de ces projets, c'est de connecter un rendement qui se trouve en dehors des blockchains avec les utilisateurs qui sont sur les blockchains, créant un pont entre les deux. Pendant longtemps, on n'a pas trop su quoi faire comme intégration, mais avec les taux sur les bons du trésor américain qui sont montés en flèche et qui ont plafonné à plus de 5%, on a vu pendant le bear market des rendements supérieurs sur les actifs réels en dollars que sur les blockchains. Et oui, aucune stimulation sur les marchés crypto, peu d'emprunteurs, mais par contre, tout le monde achetait des bons du trésor américain. Et même pire, on pourrait ajouter que c'est même parfois impossible de tenir ces 5% de rendement sur le dollar si on n'est pas un gros investisseur ou si on dépose juste du cash à la banque. Donc passer par la blockchain, c'est un moyen d'obtenir ce rendement facilement. Donc naturellement, le produit plaît et a beaucoup plu. Et donc, quels sont les types de projets qui ont proposé des solutions pour apporter ce rendement on-chain ? On va commencer par les projets qui se basent sur un modèle de dette, les Debt-Based Protocols. Ce qu'on entend par modèle de dette, c'est le fait qu'un utilisateur va déposer des actifs dans un protocole et le but en déposant, c'est d'obtenir un rendement ensuite fixe ou variable. Le protocole de son côté va aller chercher les rendements pour les utilisateurs off-chain pour le rapatrier sur la blockchain ensuite. Et entre les deux, il prend une petite commission pour vivre. Et ça a un gros avantage. Vous allez vous exposer au rendement réel sans pour autant vous exposer au prix à court terme des actifs qui fournissent le rendement. Au lieu de détenir des bons du trésor américain qui peuvent gagner ou perdre en prix et vous stresser, vous déposez des actifs sur le protocole qui va acheter les bons et les garder pour vous. Et vous générez du rendement sans jamais vous prendre la tête. La manière la plus simple de fonctionner dans ce cas, c'est en émettant un stablecoin qui va récupérer le rendement. Et pour ça, je vous montre comment ça marche. Ce qu'il se passe, c'est que vous allez avoir un tas d'utilisateurs qui vont aller déposer de l'argent dans un protocole et en échange, le protocole émet des stablecoins qu'il distribue. Dans ce cas, le protocole inscrit dans son bilan qu'il a une dette envers les personnes qui viennent de lui prêter cet argent. Il doit pouvoir les rembourser. Ensuite, le protocole prend l'argent déposé et part faire ses stratégies de rendement off-chain, et avec les rendements qui sont générés, il va émettre de nouveaux stablecoins qu'il va distribuer aux gens qui ont donné des sous dans un premier temps. Mais tout ça est toujours évidemment backé par de l'argent réel. Et quand l'utilisateur voudra retirer car il a assez gagné, il renvoie les stablecoins au projet qui va les brûler et le projet renvoie l'argent de l'utilisateur. Ce qu'il faut comprendre de ce mécanisme, c'est donc le fait que les réserves du projet et les stablecoins en circulation sont de 1 pour 1. Il y a autant de stablecoins que d'argent réel
réel dans le projet. Le risque en revanche, c'est comme pour les banques, un cas de bank run. Tout l'argent est illiquide car il est placé dans différents actifs off-chain et que tout le monde veut récupérer. L'argent n'est plus disponible tout de suite. Il existe certes, mais sous une forme qui ne permet pas de le rendre dans l'immédiat. C'est une situation d'illiquidité. Le projet ne peut pas vous rembourser à l'instant T, mais dans le futur, probablement. Bon, et bien dans ce type de projet, on pourrait trouver beaucoup de choses, mais les projets se focalisent pour le moment surtout sur 3 actifs. Les bons du trésor américain, qui offrent un revenu stable et sûr de 4 ou 5% par an, des prêts dans le monde réel, qui offrent un rendement plus haut mais un risque plus grand aussi, et enfin tout ce qu'on pourrait mettre sous l'étendard du cash tokenisé ou des carry trades, qui vont générer du rendement grâce à l'arbitrage sur les marchés. Pas de panique, je vais revenir sur les définitions à chaque fois. Et d'ailleurs, on va commencer à énoncer des noms car je sens que ça vous intéresse. On va commencer avec le plus petit segment de ce secteur, les projets qui génèrent du rendement grâce aux bons du trésor américain. Et oui, petite surprise, c'est la plus petite catégorie. Dans cette catégorie, on trouve en leader MakerDAO, maintenant Sky Ecosystem. En poursuivant, on trouve Ondo et en outsider, on pourrait mettre quelques projets comme par exemple Mountain Protocol. Tout cumulé, le secteur d'activité représente au bas mot 2 milliards de dollars. Et le leader dans ce domaine, c'est MakerDAO, qui utilise les bons du trésor américain pour collatéraliser son stablecoin, l'USDS. C'est le nouveau nom du DAI en vrai, les deux coexistent depuis le rebranding, donc ce que j'appelle USDS, c'est à la fois l'USDS et le DAI. Bref, on va s'habituer tous ensemble. MakerDAO possède environ 1,5 milliard de dollars en actifs RWA qui back l'USDS. On le voit à la fois sur DeFi Llama, mais aussi sur Dune pour les connaisseurs. De son côté, Ondo avec son USDY, c'est 450 millions de dollars complètement backés par du RWA. Et par contre, Mountain Protocol, c'est 50 millions de dollars. Et on va vite se rendre compte qu'en dehors des leaders, il va être très difficile pour un projet de sortir la tête face aux grands. Bien, ça c'est une première catégorie. Le deuxième type de projet qui génère des rendements, ce sont les protocoles qui utilisent un modèle similaire à des banques traditionnelles. Les utilisateurs déposent des fonds dans un projet qui va utiliser cet argent pour faire des emprunts. Et les intérêts sont distribués ensuite. Ce mécanisme permet donc de faire le lien entre les utilisateurs on-chain qui veulent prêter leur argent et le monde off-chain qui veut emprunter. Les projets qui font le lien entre les deux vont agir comme des middlemen et choisir les prêts dans le monde réel qui seront les meilleures opportunités sans prendre trop de risques. Et là, on n'a pas 150 projets encore une fois. On trouve surtout Goldfinch, Centrifuge et Maple Finance. Les trois vont aller faire des prêts off-chain qui vont générer du rendement qu'ils redistribuent ensuite. Et certes, les acteurs comme Goldfinch, Centrifuge et Maple dominaient en 2021 et 2022. Mais ce n'est plus le cas, parce que c'est MakerDAO qui a encore raflé la mise. Comment? Par le simple fait que MakerDAO détient sur Coinbase environ 1,2 milliard de dollars en prêts qui servent à financer dans le monde réel. Et ça, on le retrouve dans la case des money market sur Dune Analytics. Bon, et en dehors de Coinbase, Maker détient environ 230 millions de dollars de prêts RWA en propre, ce qui le place juste pas loin de Maple Finance. Donc je vous laisse imaginer la place que prend MakerDAO dans ce secteur d'activité et la différence de taille. Et on va pas se mentir, les autres concurrents font un peu peine à voir. Du côté de Goldfinch, on a une TVL qui ne fait que baisser depuis 2022 sans aucun signe de rebond ou d'activité. Et aujourd'hui, on est à 75 petits millions de TVL. Du côté de Centrifuge, on a perdu la moitié de la TVL en septembre pour tomber à 130 millions. Le seul qui réussit à gagner en attractivité, c'est Maple Finance, qui voit sa TVL monter petit à petit, ayant doublé cette année pour arriver à 277 millions, notamment par le fait que le projet cherche à diversifier ses produits et son offre avec plein de choses. Donc vous l'aurez compris, dans ce secteur, on a surtout un gros leader MakerDAO et des projets de taille moyenne qui essaient de rivaliser bon an mal an, même si évidemment, être le leader permet de s'accaparer et de s'étendre beaucoup plus facilement. Et enfin, le dernier type de protocole qui génère des revenus, c'est ce qu'on va mettre dans la troisième catégorie du cash tokenisé et des carry trades. Et c'est le moment où j'explique ce que c'est, pas de panique. C'est un peu comme le modèle qu'on a vu juste avant pour les prêts. Vous allez investir dans un fonds d'investissement d'une manière tokenisée. Et ce fonds va utiliser une stratégie mixte à base de cash et de ce qu'on appelle des carry trades pour générer du rendement au lieu que ce soit des prêts RWA. Comment ça marche? On va prendre le leader et le seul projet vraiment connu à le proposer aujourd'hui, je parle d'Ethena. La stratégie, elle est simple, c'est une stratégie dite delta neutrale où on va faire en sorte de neutraliser deux positions, c'est-à-dire faire deux paris contraires pour ne jamais rien perdre. Je m'explique. Sur Ethena, les utilisateurs déposent des STETH, des Ethers qui sont stakés de manière liquide et qui génèrent du rendement chaque année. Ensuite, on va couper notre dépôt en deux. On va garder 50% sous la forme initiale, en STETH classique, et on va mettre l'autre moitié dans une position short sur un exchange centralisé, c'est-à-dire qu'on parie à la baisse avec. On a donc deux sources de rendement qui permettent de gagner sans pour autant prendre de risque. La première, c'est évidemment le staking sur la moitié des STETH qui n'a pas bougé. Ça, c'est facile. Mais du coup, où est l'intérêt? L'intérêt, il est surtout dans l'autre partie, celle qui a été déposée en pari à la baisse. Étant donné qu'on est dans un marché haussier à long terme, il y a davantage de gens qui vont parier à la hausse. Et ces gens qui parient à la hausse doivent payer une commission au pari à la baisse. Et oui, si tout le monde sait qu'on va monter, il n'y a pas d'intérêt à parier à la baisse. Et donc pour réguler le tout, on fait payer les gens majoritaires, ici les gens qui parient à la hausse, aux gens minoritaires, les gens qui parient à la baisse, comme Ethena. Et justement, c'est ce rendement qui est très juteux. On passe d'environ 3,5% en staking sur l'Ether à plus de 10% sur Ethena. Et pour traquer Ethena, vous avez juste à regarder la market cap du token USDE qui représente
représente la totalité de l'argent sous gestion, car c'est le token qui permet d'obtenir le rendement quand vous le stakez. Aujourd'hui, la market cap est en gros de 2,5 milliards de dollars, ce qui veut dire que le projet gère 2,5 milliards de dollars aussi, la moitié en staking, l'autre sur les paris à la baisse. Bon, on a fait le tour de beaucoup de projets et de concepts qui sont intéressants à comprendre, mais il nous reste un modèle à voir, celui dans lequel les investisseurs achètent des parts tokenisées d'un fonds qui s'occupe de faire les stratégies off-chain. Et là, c'est légal, la personne détient bien une partie du fonds. Alors en revanche, ça vient forcément avec une réglementation plus stricte, des vérifications d'identité plus restreintes, qui va limiter le potentiel de ces projets. On y reviendra. Et de toute façon, dans ces catégories, on trouve surtout les gros institutionnels qui n'ont dans tous les cas pas de crypto. Ces projets ont l'avantage d'être plus flexibles pour les utilisateurs, qui s'exposent au prix des actifs. Si les actifs du fonds prennent 3%, la position de l'utilisateur gagne 3% aussi. Les projets leaders sont Franklin Templeton avec le fonds tokenisé Benji et BlackRock avec son fonds Beedle. Franklin Templeton et BlackRock sont tous les deux en leader avec plus de 500 millions de dollars pour Beedle et 420 millions pour Franklin Templeton. Même s'il faut noter l'apparition tout de même d'un projet avec une team Web3 qui est Superstate. Le projet a levé 18 millions de dollars au total en 2023 et gère presque 150 milliards de dollars d'actifs aujourd'hui. On ne sait jamais s'il y aura un token, peut-être jamais, mais c'est toujours bon à savoir. Mais ça montre la difficulté pour concurrencer les géants de ce domaine encore une fois. On a des gros leaders et des suiveurs qui ont un peu plus de mal derrière. Et on remarque assez vite que cette mécanique sert surtout si vous voulez générer du rendement, mais pas tellement dans une logique d'achat de tokens crypto. Et on y reviendra en conclusion. Pour terminer, on peut en dire autant pour notre dernière catégorie, tous les actifs qui ne font pas gagner du rendement. En fait, la plupart de la TVL dans cette catégorie, c'est de l'or tokenisé de Tether. Et une fois qu'on a enlevé l'or, il nous reste 220 millions de dollars, surtout représentés par de l'immobilier tokenisé ou des actions tokenisées, donc peu intéressant non plus. Mais par contre, même si ce secteur d'activité est beaucoup moins populaire et intéressant à y investir, il faut quand même noter qu'il y a un gros acteur qui veut développer ce secteur en tokenisant les actions. Et ce projet, c'est Ondo. Aujourd'hui, on a surtout des projets autour des prêts et des bons du trésor américain. Mais il manque quelque chose de majeur en RWA, les actions. Imaginez demain pouvoir acheter et vendre des actions américaines de tout type, Tesla, Nvidia, Apple, tout, mais on-chain. Eh bien c'est tout ce que Ondo va proposer dès 2025 avec ses global markets. Rien de plus simple, vous achetez une action on-chain, on vous donne un token qui représente cette action. Mais sauf que Ondo veut aller plus loin que les mécanismes traditionnels qui empêchent la liquidité d'affluer grâce au broker avec lequel il travaille. La liquidité sera majeure sur Ondo et vous pourrez acheter et vendre comme vous le souhaitez entre tous les actifs tokenisés. Vous voulez vendre du Apple pour du Nvidia, allez-y. Le but, c'est également de pouvoir utiliser ces tokens en DeFi. Imaginez pouvoir collatéraliser vos actions on-chain et emprunter contre vos actions. Ça, c'est un usage de la DeFi qui doit se développer et c'est ce que Ondo va développer dès 2025. Il faudra suivre ça de très près et vous pouvez compter sur moi pour le faire. En tout cas, ce sont de multiples usages qui vont s'ouvrir et ça, c'est toujours très cool. Et donc maintenant, on arrive à la question suivante. Qu'est-ce qui est intéressant à suivre? Si on regarde en pure TVL, il n'y a pas photo. Les produits à base de rendement sont largement devant et c'est normal. C'est essentiel pour un investisseur. La tokenisation d'actifs simple n'est pas intéressante. Ce qui nous force donc, dans tous les cas, à se tourner vers la case des projets qui fournissent un rendement. Mais alors, est-ce que les gens préfèrent détenir des positions sur des projets basés sur la dette comme MakerDAO ou Ethena ou des fonds tokenisés comme Superstate et BlackRock? Pas de match. Plus de 70% de la part de marché va dans les projets à base de dette comme MakerDAO ou Ethena, qui sont clairement en vogue. Et ça, c'est pour des raisons simples. Avec ces projets, on trouve des marchés secondaires liquides qui ne demandent pas forcément de KYC. On peut aller acheter de l'USDE de Ethena demain si on veut, ou de l'USDS si on veut. Et ce n'est pas le cas pour les fonds tokenisés. Et de plus, les gens ont tendance à préférer s'exposer en rendement directement plutôt qu'à l'actif qui génère le rendement. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est la croissance très rapide de Ethena avec plus de 2 milliards de TVL et qui a déjà très vite dépassé beaucoup de projets RWA déjà établis. Son RWA à lui, c'est ce qui se trouve sur les exchanges, c'est frais payés par les traders. Et son développement est surtout lié au rendement. Et on voit bien que les utilisateurs veulent tout de même accroître leur rendement, même s'il est plus risqué. 10% sur Ethena, contre 6,5% pour l'USDS et environ 5% pour le reste. On aura aussi vu qu'un des leaders du RWA, contre toute attente, est tout de même MakerDAO, Sky Ecosystem, qui possède une part importante de RWA pour backer son stablecoin. Certes, Maker est plus gros au total que Ethena, mais sa part de RWA est plus faible, puisque Ethena est un mécanisme complètement basé sur le RWA à travers sa stratégie. Même si en vrai on pourrait aussi dire que Ethena n'est pas entièrement RWA, puisqu'il y a aussi des cryptos à l'intérieur. Bref, c'est le mélange qui est très RWA. Puis viennent ensuite les concurrents, les plus gros comme Ondo et les plus petits comme Maple, qui ne manquent pas d'intérêt, et d'autres encore qui perdent en vitesse. Surtout dû au fait que la réputation des leaders fait office d'argument contre le reste. Parier sur des petits projets en RWA, c'est parier sur le fait qu'ils réussiront à prendre en vitesse contre des géants qui aspirent beaucoup de liquidités. Donc c'est clairement risqué et ça doit être pensé judicieusement. Mais bref, je pense qu'il est temps de conclure ce qu'on a vu aujourd'hui.
Les protocoles RWA ont clairement connu une deuxième vie depuis 2023 et 2024, atteignant 8 milliards de dollars au total. Et on a vu qu'on pouvait les séparer en deux, les protocoles qui génèrent des rendements ou non. Et s'ils en génèrent, est-ce que les utilisateurs sont des détenteurs de dette ou d'equity, de propriété, comme dans le cas d'un fonds tokenisé? La préférence va de très loin aux projets qui génèrent du rendement, et spécialement ceux qui sont basés sur la dette, plus simples à utiliser et à manipuler. Et dans cette catégorie, on peut noter le fait que plus le rendement est élevé, plus la TVL augmente fortement, ce qui place Ethena avec ses 10% devant MakerDAO avec ses 6,5% sur l'USDS, devant Ondo et les autres petits projets. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, maintenant vous savez tout du RWA, et vous pourrez choisir vos préférences. Abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir Coin Academy, et dites-moi en commentaire quel type de sujet pourrait vous intéresser. En tout cas, c'était 0x Gris, à bientôt.